C'est l'heure de l'émission Entretien de Vox, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce numéro. L'invité du jour, monsieur Florian Koulimaya. Il est conseiller à la jeunesse du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Avec lui, nous allons parler jeunesse et entrepreneuriat. Monsieur Florian Koulimaya, bienvenue dans cette émission. Merci. Monsieur le conseiller, l'année 2024 dédiée à la jeunesse va se prolonger jusqu'en 2026. Alors, comment prévoyez-vous organiser cela et est-ce que c'est un défi de plus pour vous? Alors, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question pertinente. Il sied de mettre à votre disposition l'information selon laquelle les projets qui ont été mis en exergue dans le cadre de l'année de la jeunesse sont des projets à caractère pluriannuel. Ce n'étaient pas juste des projets qu'on devait implémenter en une année. Et donc, cela ne s'avère pas être un défi pour nous, mais c'est plutôt une nécessité. Et comme a su le dire le président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, 2024 est un point de départ. Et le faisceau de projets de l'année de la jeunesse est un faisceau de projets qui ne peuvent être échelonnés sur une année, une seule année. Et donc, ce n'est que normal que cela puisse être échelonné et nous allons respecter le cahier de charges y relatif. Justement, au sortir de l'Assemblée, sinon lors de l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse, le secrétaire permanent de cet organe constitutionnel avait voulu, bien entendu, faire un plaidoyer pour que l'année de jeunesse se prolonge. Est-ce que c'était vraiment nécessaire ou c'était vraiment un plaidoyer qui valait la peine? Oui, ça en valait la peine. Cela a permis au président de la République d'avoir l'assentiment de la population jeune. Ces jeunes-là avaient également compris qu'une seule année ne pouvait pas suffire. C'est la raison pour laquelle le secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse, M. Mikris Kaba, de concert avec les membres de l'Assemblée générale du dit Conseil consultatif, a jugé plausible de mettre cette information à la disposition du président de la République afin de motiver cette décision. Les défis liés aux préoccupations des jeunes sont légion et aussi ça pèse aussi sur le Conseil consultatif de la jeunesse. Comment collaborez-vous avec cet organe, disons en matière d'efficacité pour réussir ces missions? Non, mais la collaboration, elle est claire. Le Conseil consultatif de la jeunesse a vocation à soumettre des suggestions au gouvernement de la République dans le cadre du dialogue intergénérationnel. Et donc, ce dernier ne ménage aucune retraite de faire parvenir ces suggestions au gouvernement et quitte au gouvernement de voir comment analyser et mettre en œuvre tout ce qui a été mis à leur disposition comme recommandation. Est-ce que vous avez quand même précisément des initiatives que vous menez ensemble avec le Conseil consultatif de la jeunesse? Mener ensemble, oui, il arrive qu'on mène des activités ensemble. Comme quoi, par exemple? Les consultations. Parce que cet organe a eu à organiser, prélude même à l'Assemblée générale, des consultations départementales. Et donc, le ministère a été aux côtés du Conseil consultatif de la jeunesse. Donc, la collaboration, elle est bonne. Avec l'appui multiforme du PNUD, donc au programme national, programme des Nations Unies pour le développement, je vais y arriver, de l'Uni-Congo et autres partenaires, le ministère chargé de la jeunesse a lancé le projet dénommé Stagi pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes. Quelles sont les différentes étapes de ce projet? Alors, comme vous avez su le dire, le projet Stagi vise à offrir aux jeunes une première expérience professionnelle par le biais des stages. Et donc, il y a près de 6 étapes. La première étape consiste à inscrire, disons, l'inscription des jeunes sur la plateforme qui a été mise en place. Et cela a déjà été fait parce que les inscriptions étaient ouvertes du 14 novembre, date à laquelle nous avons lancé le projet Stagi, jusqu'au 14 décembre. Par la suite, il y a ce que nous avons appelé par l'identification des besoins de stage, parce que les entreprises, elles aussi, sont appelées à nous renseigner, à nous informer sur leurs besoins de stage. La troisième étape, elle est celle de l'opérationnalisation d'une base de données des offres et des demandes. C'est pour qu'on puisse se rassurer que les profils
qui ont souscrit, qui se sont inscrits, correspondent aux offres de stage. L'étape suivante Quatrième étape, oui. Oui, l'étape suivante est celle inhérente à la mise en place d'un comité technique tripartite. Tripartite, il y a l'État, le gouvernement, il y a le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, et ensuite il y a l'Unicongo, qui est un patronat assez reconnu ici en République du Congo. L'étape qui vient par la suite est celle qui est inhérente à l'engagement des stagiaires, parce que le comité technique tripartite aura pour mission de faire la sélection. Par la suite, les stagiaires seront appelés à signer une fiche d'engagement leur permettant d'avoir accès à ces stages. Mais parallèlement à cela, il y aura aussi une phase de coaching et de mentorat. Parce que c'est prévu que tous les stagiaires et même les encadreurs de stage puissent être accompagnés par un cabinet de coaching et de mentorat. Et donc, on va là vers la dernière étape qui est la mise en place d'un dispositif de suivi pré, pendant et post-stage. Donc, voilà en quelque sorte les étapes qui sont prévues dans le cadre de la mise en œuvre du programme Stagi. Pour comprendre un peu la profondeur du programme du Stagi, vous avez dit du 14 novembre au 14 décembre. Donc, il y a eu donc cette première phase. Qu'est-ce qui a été déjà fait? Alors, les inscriptions ont déjà été faites et je mets à votre disposition l'information selon laquelle nous sommes à près de 2500 jeunes qui se sont inscrits dans le cadre du programme Stagi. Nous sommes également en train d'évaluer l'identification des besoins de stage que les entreprises doivent mettre à notre disposition. Donc, on est dans cette étape et par la suite, la sélection sera faite et début janvier, du 23, non pas début janvier, du 23 janvier au 23 février, il y aura la phase de mentorat avant le déploiement, donc le placement des jeunes bénéficiaires dans les entreprises. Plus de 2000 déjà inscrits, des jeunes inscrits pour ce projet Stagi. Et lors du lancement, vous avez dit qu'il y a les inscriptions qui devraient se faire en ligne. Parce que l'État, c'est pas seulement Brazzaville. Nous avons aussi d'autres départements où il y a des jeunes qui sont par exemple, dans le département de la Likwala. Est-ce que ces jeunes ont quand même eu la facilité aussi de se faire inscrire? Est-ce que vous avez eu, disons, des jeunes qui viennent aussi de ce département-là? Oui, la plateforme en ligne a été mise à la disposition de tous les jeunes sur toute l'étendue du territoire et Stagi vise à toucher les jeunes sur toute l'étendue du territoire. Nous pouvons trouver des sociétés dans la Likwala, dans la Sangha, dans la Bouenza, dans la Lekomo, à Pointe-Noire, dans la Cuvette, ainsi de suite. Donc, il s'agit pour nous, déjà quand j'ai parlé d'identification des besoins de stage, c'est de voir avec les entreprises in situ quels sont leurs besoins en matière en termes de stage, et ensuite, avec ce comité technique tripartite, mettre à la disposition de chacune des parties les profils, et puis faire une sélection qui va convenir aux besoins. Et disons, quels sont les besoins que vous avez pu identifier? Alors, comme c'est encore en cours, je ne peux malheureusement pas vous donner une réponse avec exactitude, mais vous aurez la réponse dans les plus brefs délais. Alors, en termes d'inscription, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a des jeunes qui peuvent être discriminés, sinon être en marge, ou qui peuvent être défavorisés parce que ils n'ont pas des outils nécessaires pour se faire inscrire en ligne, ou bien la possibilité de se faire même inscrire, disons, se rapprocher de ceux qui gèrent le projet? Alors, nous sommes à l'ère du numérique et il y a un fort taux de pénétration des jeunes dans le numérique. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons nos instruments qui sont le Phonéa et la CPE qui facilitent également ces inscriptions-là au profit des jeunes. Donc, ne vous inquiétez pas, à Pointe-Noire, par exemple, il y a des jeunes qui se sont rués vers le Phonéa pour s'inscrire. Donc, les dispositions ont été prises en compte pour ceux qui n'ont pas cette aptitude-là à avoir un smartphone ou un ordinateur pour postuler. Mais vous conviendrez avec moi que cela fait partie des compétences requises aujourd'hui par les entreprises. Si il y a des prérequis. Si vous ne savez pas manier l'outil informatique, si vous n'avez pas certaines compétences, vous serez en marge de ce genre de. Mais vous savez bien qu'il faut donner la chance à tout le monde.
Oui, effectivement, on Tout le donne la monde chance n'a à... pas accès au smartphone avec la précarité Non, actuelle. l'accès au smartphone est différent Euh, des compétences. ok. Oui, ça c'est clair. On peut avoir cette compétence-là et ne pas avoir accès au smartphone. Mais je disais, je soulevais, c'était une parenthèse, qu'aujourd'hui, savoir utiliser l'outil informatique, avoir accès au métier certains métiers du numérique donne un avantage sur le profil. Et monsieur le conseiller, je reviens à la charge sur cette question en ce qui concerne les inscriptions, parce qu'il faut donner la chance à tout le monde. Il y a Oui, des localités où des jeunes, il n'a pas la possibilité de se faire inscrire en ligne, oui, mais parce que les possibilités pour le faire n'existent pas. oui, mais on trouve les agences du FONET, de la CPE dans tous les départements. Donc, c'est ouvert aux jeunes qui peuvent surveiller vers ces agences-là pour chercher à s'inscrire. Est-ce qu'à ce stade, les inscriptions sont déjà bouclées ou bien ça se Oui, poursuit? c'est Les inscriptions booké se parce que poursuivent. c'était du 14 novembre au 14 décembre. Déjà bouclées. Oui, Donc, booké. il peut pas avoir encore prolongation. Non, bon, pour cette cohorte, c'est booké. Mais après, on pourra ouvrir les inscriptions après la fin de la première cohorte pour d'autres jeunes. D'accord. Ça, c'est une précision puisque c'est la première cohorte. Donc, il y aura une deuxième cohorte. Bien sûr, Certainement, on va élargir encore les possibilités de faire inscrire les jeunes. bien sûr, le président de la République l'a dit, c'est 10 000 jeunes Mm. en 3 ans. Et là, nous sommes à 2500. Et les 2500 également, est-ce qu'ils répondent aux offres? Mm. Donc, on va faire de notre mieux pour faire une bonne sélection et faire en sorte que nous puissions atteindre cet objectif fixé par le président de la République qui est de 10 000 jeunes en 3 ans. Les objectifs principaux de ce projet, donc développer les compétences professionnelles de 10 000 jeunes, dont 50% des jeunes filles et les intégrer dans les entreprises. Comment allez-vous atteindre ces résultats? Alors, déjà, vous savez, je vous ai parlé de 2500 jeunes. Et parmi ces jeunes qui se sont inscrits, il y a des jeunes filles. Et donc, ce sera pas un problème pour nous d'atteindre ces objectifs parce qu'on a forcé de constater que les jeunes filles, les jeunes hommes sont très intéressés, veulent améliorer leur employabilité. Et donc, c'est un ouf de soulagement pour nous. Oui, mais justement, c'est dans la sélection que est-ce que vous allez tenir rigueur qu'il y ait vraiment cette parité, 50% de filles et 50% de garçons? C'est une condition sine qua non. Nous nous sommes entendus que ça doit être ainsi. Donc, cela se fera. Alors, monsieur le conseiller, selon le programme du stagiaire, les premiers stages Oui, interviendront à partir du 3 mars 2025. oui. Est-ce que cette période est vraiment propice de mettre les jeunes en stage? Alors, votre question me fait poser une autre question. Est-ce qu'il y a une période propice pour avoir accès à un stage? C'est à vous de répondre. Je dirais non. Je dirais non parce que ce soit en mars, que ce soit en juin, si je suis sans emploi et que j'ai une opportunité de stage, je saisirai l'opportunité. Alors, en ce qui nous concerne, pourquoi mars? Le projet a été lancé le 14 novembre. Il fallait nous laisser le temps pour avoir les inscriptions des jeunes. Et je vous ai parlé d'un programme de mentorat. Il faut préparer, donc il faut faire la sélection des jeunes. Et nous sommes à la fin d'année, c'est la période de clôture des comptes. Donc, il faut laisser aussi le temps aux structures d'accueil de pouvoir terminer avec ce qu'ils avaient commencé, lancer leur année et ensuite se préparer à recevoir des stagiaires. Donc, c'est ça qui a motivé la définition de ces dates. Et comment ça va se faire, la sélection? Lesquels vont participer à cette opération de sélection des jeunes? Je vous ai parlé du comité technique tripartite. Oui, mais lesquels ils font partie de ce comité? La partie gouvernementale, donc le ministère, il y a le PNUD et le secteur privé qui est représenté par Unicongo. Monsieur le conseiller, puisque les jeunes vont être mis en stage, et que gagneraient les entreprises du ministère en accueillant ces jeunes? Alors, les entreprises forcément gagneront parce que ils auront à leur disposition une main-d'œuvre qualifiante et performante. Ensuite, c'est vrai qu'il peut avoir un besoin que cela parte au-delà. Pour cela, je peux mettre à votre disposition l'information selon laquelle le Premier ministre avait donné des instructions au gouvernement par le biais d'une lettre de mission
demandant à ce dernier, au gouvernement, de mettre en place les mesures incitatives ou sinon mettre en place les conditions, de réunir les conditions permettant de mettre en œuvre tout ce qui a été défini ou identifié comme projet dans le cadre de l'année de la jeunesse. Et dans tout ce qui a été défini comme projet, il y a le programme Stagie. Donc le gouvernement de la République est en ce moment en train de travailler sur des mesures ou sinon des dispositions incitatives qui pourraient encourager ou sinon inciter les entreprises à être vraiment motivées dans le cadre de ce projet. Donc voici ce que je peux mettre à votre disposition comme information et sans nul doute que nous aurons les résultats bientôt. Et vous savez très bien que lorsqu'on prend des jeunes en stage, pour une entreprise, ça a un coût. Ils vont bénéficier des revenus, donc ça pèse sur l'entreprise. Est-ce que tous les mécanismes ont été mis en place pour qu'il y ait un accompagnement financier conséquent? Alors, chacune des parties a des responsabilités qui l'incombent. Le gouvernement, le PNUD, ainsi que le secteur privé. Et les discussions ont déjà été faites. Nous sommes déjà tombés d'accord. Donc, ne vous inquiétez pas pour cette question. Tout ira bien. Toujours dans le même sens, le financement du projet Stagie est évalué à combien précisément et d'où proviendront ces fonds? Alors, par rapport à ma précédente réponse, comme je vous l'ai dit, le gouvernement a sa partition, prenant en charge certaines choses. Le PNUD également a sa partition à jouer. Par exemple, la mise à disposition du cabinet de coaching, c'est le PNUD qui prend en charge. Le secteur privé également. Cependant, pour l'instant, étant donné que tout cela a été soumis à l'appréciation du législateur et donc on vient à peine de voter le budget, Oui. On n'a pas encore ce document par devers nous. Ce serait hasardeux de donner le chiffre parce il peut avoir eu des arbitrages. Et donc, rassurez-vous, dès que vous aurez par devers vous la loi de finances, vous verrez noir sur blanc ce qui a été inscrit dans le cadre du programme Stage. Vous voulez me dire que le budget va prévoir des lignes de financement pour ce programme Stagie? Ou bien c'est des fonds parallèles? Non, ce sont pas des fonds parallèles. Oui. Comme je vous l'ai si bien dit, les responsabilités de chacune des parties sont bien définies. Ce qui a trait à nos responsabilités à nous, mais c'est l'État. L'État, pour trouver des sous, comment il fait? Il doit l'inscrire dans son budget. C'est écrit noir sur blanc. Et tout le monde sait quelle est la partition que chacune des parties devrait jouer. Et donc, notre partition à nous, selon notre engagement, selon ce qui est défini, sera inscrit dans le budget. Et vous savez très bien que tout ce qui est financé n'est pas toujours inscrit dans le budget? C'est vous qui le dites. Oui, mais tout ce qui est inscrit n'est pas toujours dans le budget. Nous, pour ce qui nous concerne, ce sera inscrit parce que le président de la République tient mordicus à ce que ce soit mis en œuvre, donc ça sera inscrit. Bien, au moment où le ministère chargé de la jeunesse gère le projet Stagie, il se charge aussi de l'exécution d'un autre projet dénommé Mosala. Oui. Qu'est-ce qui différencie les deux projets? Déjà que je précise que le projet Mosala a été évoqué par le président de la République lors de son message du 28 novembre dernier. Alors, le projet Mosala a pour objectif la formation et l'insertion professionnelle de 5000 jeunes en emploi, en auto-emploi. Et le projet Mosala s'appesantit sur les NEET, les personnes vulnérables. Le Stagie, le programme Stagie, lui, n'a vocation qu'à faire le placement en entreprise, permettre aux jeunes d'améliorer leur employabilité ou sinon d'acquérir leur première expérience professionnelle. Donc, c'est très différent. Et puis, le projet Mosala a également pour vocation de renforcer le service public de l'emploi. Donc, voilà en quelque sorte quelle est la différence. Est-ce que dans le projet Mosala, certainement vous allez tenir compte de ceux qui ne sont pas diplômés, donc les personnes vulnérables? Est-ce que c'est ce que vous voulez dire? Effectivement, le projet Mosala, quand j'ai parlé de NEET,
Ce sont des jeunes qui sont ni en emploi, ni en formation. Donc, des jeunes qui n'ont aucune formation, qui pourront être formés par le biais du projet Mosala et ensuite insérés aussi dans la compagnie. En dehors des projets cités, donc le Stagi et puis le projet Mosala, avez-vous d'autres projets ou bien des programmes destinés à réussir l'année ou les années dédiées aux jeunes? Bien sûr, plusieurs projets ont déjà même commencé et vont se poursuivre. Et il y a aussi d'autres projets qui vont être mis en œuvre. Je peux prendre l'exemple de la formation au métier du numérique dédiée aux jeunes filles. Parce que on a constaté que les jeunes filles ne s'intéressaient pas vraiment, les jeunes femmes, si je peux le dire plutôt ainsi, ne sont pas vraiment intéressées au métier du numérique. Et on en a déjà même formé près de 2000. Donc, cela va se poursuivre pour faire en sorte que ce secteur également puisse permettre aux jeunes filles de s'autonomiser. Nous avons l'opérationnalisation des centres d'insertion et de réinsertion sociale qui vont accueillir les jeunes en difficulté, qui vont les former et les réinsérer. On mettra à leur disposition des kits de démarrage afin qu'ils puissent réellement être réinsérés dans la société. Nous avons encore d'autres projets de formation au métier de l'agriculture, la transformation agricole, pour permettre aux jeunes de s'apercevoir que l'agriculture, ce n'est pas juste un retour à la terre. Il y a aussi la transformation agricole parce que nous avons fait le constat, selon le TVA, l'enquête sur la transition vers la vie active, que les jeunes ne s'intéressent pas vraiment à l'agriculture, au métier de l'agriculture. Donc, on a pris cette décision-là de montrer aux jeunes quelles sont les opportunités que regorge l'agriculture. Et donc, il y aura également des formations et aussi des accompagnements qui iront dans ce sens. Et lorsque vous parlez d'accompagnement, à quoi faites-vous allusion? Non, il y aura des formations et puis par la suite, le gouvernement verra si... Je peux vous donner un exemple. Il y a eu des formations, par exemple, organisées par la Direction générale de la formation qualifiante de l'emploi en partenariat avec l'association Wando Pluriel. Il y a des jeunes qui ont été formés, que ce soit à la soudure, à certains métiers de l'agriculture, et ont été accompagnés. Donc, on a mis à leur disposition des kits leur permettant directement d'avoir accès au monde professionnel, d'exercer et de se rendre aussi employable ou sinon utile pour la société. Et donc, c'est dans ce même sens-là que les choses se feront. Nous constatons que ce soit le gouvernement, sinon l'État, on organise beaucoup plus des formations et des formations. Et souvent, l'insertion professionnelle pose toujours problème. Sinon, il y a beaucoup de problématiques dans ce sens. Est-ce que vous pensez que la formation, elle suffit pour que les jeunes se retrouvent ou pour qu'on puisse résorber le chômage? Non, effectivement, la formation ne suffit pas. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé tout à l'heure d'accompagnement. On a compris que la formation ne suffisait pas parce que les jeunes, des fois, ont besoin d'être propulsés afin qu'ils puissent mettre en pratique ce qu'ils ont eu à apprendre. Ils n'ont pas souvent forcément les moyens de pouvoir acquérir le matériel adéquat. Donc, c'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé, dans le cadre de ces projets-là, de ne pas juste s'arrêter à la formation, mais aussi d'accompagner les jeunes jusqu'à leur insertion, se rassurer qu'ils pourront être insérés. Et pour que nous puissions y arriver, on ne pourra pas le faire de façon individuelle. C'est la raison pour laquelle on a aussi opté pour la mise en coopérative de certains jeunes afin qu'ils puissent aussi apprendre à travailler ensemble. Alors, monsieur le conseiller, alors que pensez-vous des auto-entrepreneurs? Est-ce que c'est aussi un moyen d'encourager les jeunes dans ce sens, pour qu'ils créent eux-mêmes leur propre entreprise? C'est une belle initiative. Ça veut dire que le jeune, il décide d'identifier un besoin et d'apporter une solution durable à ce besoin. Et donc, on a besoin de ce type de jeunes parce qu'il y a des besoins autour de nous, mais il faudrait que les jeunes prennent à ces questions-là à bras le corps pour mettre à la disposition de la société des solutions et aussi s'autonomiser ou trouver leur envol. D'accord, nous allons changer de volet, c'est lié à l'éducation civique. Les phénomènes bébé noir n'est pas encore éradiqué. Quelle est l'approche du ministère chargé de la jeunesse pour lutter contre
le banditisme et la violence, ou les violences sous toutes ses formes? Alors, je vais vous répondre de la façon la plus simple. Le ministère de la Jeunesse n'a pas vocation à faire de la répression. Le ministère de la Jeunesse, en ce moment, est en train d'opérationnaliser les centres d'insertion et de réinsertion des jeunes. Ce ne sont pas des prisons. Ce sont des centres qui permettront de former les jeunes et de les remettre dans la société, qu'ils puissent devenir des citoyens modèles et qu'ils puissent apprendre à gagner par le biais de la sueur de leur front. Et donc, c'est ce que le ministère de la Jeunesse est en train de faire actuellement afin de les former et ensuite de faire d'eux des citoyens modèles. Donc tout ça participe de notre volonté à faire en sorte que l'éducation civique soit au top, parce qu'un peuple qui n'est pas éduqué n'aidera pas son pays. Donc l'approche préventive de réinsérer, je vous en prie, les jeunes, c'est une approche aussi qui est importante pour vous. Alors, la prévention, oui, nous optons également pour la prévention en faisant de la sensibilisation et aussi en faisant de notre mieux pour que les valeurs républicaines, les valeurs citoyennes sont beaucoup plus mises en lumière au sein des établissements scolaires, parce que tout vient de là également. Donc, il y a une approche préventive, effectivement. On va célébrer le 11 janvier 2025 la journée nationale du civisme. On mettra encore en exergue les valeurs civiques, ainsi de suite. Nous irons vers les populations pour en discuter, pour sensibiliser dans le cadre d'une opération d'amélioration de la mentalité de nos citoyens et surtout des jeunes. Et cette journée, vous allez la célébrer juste à Brazzaville, ou bien vous prévoyez aussi la faire dans les autres départements du pays? Alors, ça sera sur toute l'étendue du territoire. Et comment ça va se faire? Pour l'instant, je ne peux encore vous dire. C'est dans les pipelines. Alors, que pensez-vous du partenariat avec les ONG, les institutions internationales et même autres entités pour les impliquer dans le combat contre le banditisme en milieu jeune? Non, mais tout le monde a sa partition à jouer dans ça. Tout le monde a sa partition. On a besoin de cette conjugaison des forces pour que nous puissions mener à bien d'abord les missions qu'on s'est assignées dans le cadre de l'éradication de ce phénomène. Donc, tous les partenaires, même les parents ont leur partition à jouer. Les parents ont aussi leur partition à jouer dans le cadre de l'éradication de la délinquance juvénile. Nous, on a la nôtre aussi. Il y a une belle conjugaison de forces. Si tout le monde arrive à se comprendre, si tout le monde met sa main dans la pâte, nous arriverons à endiguer ce phénomène qui est en train de mettre à mal nos populations. Alors, monsieur le conseiller, selon vous, la construction des infrastructures de loisirs peut-elle justement contribuer à l'éradication de la délinquance juvénile? Pas que. Après, ça dépend de votre définition de loisir. Mais aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que les jeunes Congolais sont pétris de talent. Et s'ils ont à leur disposition des infrastructures leur permettant de s'exprimer, on pourrait éventuellement occuper leur temps libre. Et donc, je vous rejoins, ériger ces infrastructures permettrait effectivement, en quelque sorte aussi d'éradiquer la délinquance juvénile, mais pas que. C'est toute une mayonnaise, c'est une conjugaison de choses, mais ça en fait partie. Puisque vous dites pas que les loisirs, est-ce que vous pensez à autre chose comme les activités sportives ou bien ériger d'autres aires de sport, pas seulement le football, il y a beaucoup de Effectivement. Il y a beaucoup de disciplines. Est-ce qu'on pense à éclater tout cela pour que on occupe suffisamment des jeunes? Effectivement. Et si vous avez pu lire le programme de mise en œuvre accélérée du PND 2022-2026 consécutif à l'année de la jeunesse, vous trouverez cela. Le ministre de la Jeunesse, Hugues Ngoulandélé, avait jugé plausible d'inscrire cela parce que effectivement, il partage cet avis qu'il faut occuper le temps libre des jeunes afin que les jeunes ne soient pas voués à ces pratiques qui ne sont pas catholiques. Donc, nous partageons cet avis et c'est prévu. Nous tendons pratiquement à la fin de cette émission. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu en perspective, puisque l'année de la jeunesse se prolonge, donc 2025-2026, en perspective, qu'est-ce qui va se faire à court, au moyen, à long terme? Nous avons déjà Stagi, nous avons le projet Moussala, nous aurons plusieurs formations qui vont être mises en place, qui seront offertes aux jeunes.
Et donc, à moyen terme, déjà Stagi, et puis à long terme, toutes ces autres formations. Bien, monsieur le conseiller Florian Koulimaya, merci d'être venu à cette émission pour nous donner toutes ces informations liées justement à la jeunesse et puis leur prise en charge. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous rappelons que nous avons reçu monsieur Florian Koulimaya, conseiller du ministre chargé de la jeunesse et de l'éducation civique. Merci d'avoir suivi cette émission. Au revoir. Nous vous retrouvons prochainement.